à la fois célèbre, populaire dans le monde entier, et vous faites même des best-sellers. Tous vos livres se vendent extrêmement bien partout dans le monde. Le précédent pour lequel vous étiez venu ici, c'était Le triomphe de la cupidité. Vous y dénonciez le système capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui et la cupidité. Aujourd'hui, vous publiez Le prix de l'inégalité et vous dites que l'inégalité est la responsable des désastres que nous connaissons. Alors, vous êtes ennemi du système capitaliste, vous êtes ennemi de la cupidité, vous êtes ennemi de l'inégalité. Je me demande si vous n'êtes pas communiste. Non. Vous seriez le premier communiste à avoir eu le prix Nobel d'économie. Non, je crois dans les marchés, mais je pense que les marchés doivent être façonnés pour servir la société, pour faire ce qu'ils sont censés faire. Malheureusement, ils ne le font pas. Mais l'inégalité, tout comme la cupidité d'ailleurs, on dit que c'est un très bon moteur dans le monde capitaliste. Et dans le monde en général, on dit que c'est parce qu'on a envie de rattraper l'autre, celui qui a davantage, qu'on va se remuer, travailler davantage, créer des entreprises, etc., etc. C'est un moteur, l'inégalité, comme la cupidité. Oui, il y aura toujours des inégalités, comme il y aura toujours un petit peu de cupidité. Mais le problème, c'est que le niveau d'inégalité est absolument hors norme maintenant, et principalement aux États-Unis. Les États-Unis ont plus d'inégalités que tout autre pays avancé. Et encore plus important, il y a moins d'égalité des chances aux États-Unis. Vous savez, l'image de l'Amérique comme une terre d'occasion, une terre d'égalité des chances, c'est un mythe, ce n'est pas vrai. Oui, bien sûr, il y a certains individus qui réussissent à le faire du bas en haut de l'échelle, mais en termes de statistiques, la probabilité que quelqu'un puisse le faire du bas de l'échelle au haut ou au milieu de l'échelle est beaucoup plus bas aux États-Unis que dans l'Europe et donc que dans tout autre pays avancé. Quel est le problème fondamental que causent les inégalités aujourd'hui, Joseph Stiglitz? En fait, non seulement l'inégalité est un problème moral, mais c'est aussi, ça affaiblit notre économie. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Le prix de l'économie ». On paye un prix très élevé pour l'inégalité. Cela torpille la démocratie, ça affaiblit la société. Et le problème sur lequel je me suis concentré, c'est comment ça affaiblit notre économie. En France, il y a plutôt moins d'inégalités qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Les 10%, la différence entre les 10% les plus riches en France et les 10% les plus pauvres, et cette différence est beaucoup plus étroite qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, si l'on vous écoute, ça devrait aller mieux chez nous. Vous trouvez que c'est le cas ? Oui, il y a certaines manières où vous faites mieux. En tout cas, l'accroissement de la productivité en France, au cours d'une longue période de temps, a été meilleur qu'aux États-Unis. La productivité par heure, par exemple. Mais il y a bien entendu beaucoup d'autres facteurs qui entrent dans cette histoire de détermination de la réussite d'une société. Mais en ce qui me concerne, dans le contexte de la France, c'est que vous devenez beaucoup trop semblable aux États-Unis et du Royaume-Uni, et que l'inégalité est en train de croître ici. Une des leçons importantes à tirer des observations que nous avons faites, c'est que les mêmes forces de marché travaillent dans tous les pays. Mais les résultats sont complètement différents dans certains pays. Dans certains pays comme les États-Unis, il y a beaucoup d'inégalités. Dans les pays scandinaves, il y a très peu, il y a beaucoup d'occasions, il y a beaucoup de chances, très peu d'inégalités. Leur croissance est excellente et ils gèrent la crise très très bien. Et la question, c'est que l'Europe continentale est en train de dériver plus vers le système et le modèle américain, le modèle anglais, qui n'est pas très très bien pour la plupart des citoyens de ce pays. Aux États-Unis, on parle souvent, et vous parlez, Joseph Stiglitz, du gouvernement du 1% pour les 1% par les 1%, ces 1% étant le 1% le plus riche des États-Unis. Il serait toujours à l'œuvre aux États-Unis. Or, au même moment, Barack Obama est taxé par ses opposants de président le plus socialiste qu'aient jamais eu les États-Unis. Alors, de quoi parle-t-on exactement ?
Non, ça c'est des bêtises. Le véritable problème, c'est qu'il est probablement trop conservateur, Obama. Il n'a pas fait autant qu'il aurait dû faire pour réduire les inégalités. Bien sûr, la droite essaie de monter une cabale sur lui, racontant qu'il est socialiste. Mais le fait est que les inégalités ont continué à grossir, à croître, en raison en partie de la récession. On a un très haut niveau de chômage. Quasiment un Américain sur 6 qui voudrait un travail à plein temps ne peut pas en avoir. Les salaires sont baissés. Nous avons une version de l'austérité, un petit peu comme celle de l'Europe. Le nombre d'employés du secteur public, c'est beaucoup plus bas qu'il ne l'était avant la crise. Donc on coupe sur les services publics, on réduit le nombre d'enseignants. Les gens qui sont le plus affectés, atteints, ce sont les gens qui sont au bas et au milieu de l'échelle, parce que ceux qui sont en haut, il y a des écoles privées, des hôpitaux privés. Ils n'ont pas besoin de transport public, ces gens-là. Vous êtes contre les politiques d'austérité, quelles qu'elles soient, y compris en Europe, y compris en France, où on nous dit pourtant que l'endettement dont la France est victime oblige à ce qu'on se serre la ceinture, en tout cas la ceinture du budget, la ceinture de l'État. Vous êtes contre? Écoutez, sur le long terme, il faut être responsable fiscalement. On ne peut pas accumuler les dettes comme en Grèce, mais il faut regarder quel est le bon moment. Maintenant, si vous imposez l'austérité, votre économie va s'affaiblir parce que l'économie sera plus faible, les revenus vont être plus faibles, les dépenses pour le bien-être social vont augmenter et les revenus de l'imposition vont être beaucoup moindres. On l'a déjà vu dans d'autres pays européens. Qu'est-ce que l'austérité a apporté à la Grèce? Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'Espagne? C'était censé faire revenir ces pays à la prospérité. Mais ces pays-là, l'Espagne et la Grèce, sont en état de dépression. 25% des gens en Espagne ne peuvent pas avoir un emploi. 50%, plus de 50% des jeunes en Espagne ne peuvent pas avoir accès à l'emploi. C'est pire que c'était dans la Grande Dépression. L'austérité, c'est ça qu'elle a fait. Donc vous dites qu'il faut quoi? Relancer l'économie, relancer la consommation des gens, aider les gens. Oui. Le problème fondamental, c'est que ça doit être fait à l'échelle européenne. C'est le cadre de la zone euro. Vous savez, le ratio entre la dette et le PIB pour l'Europe, en fait, il est plus bas qu'aux États-Unis, ce ratio. La raison pour laquelle vous avez une crise en Europe, ce n'est pas parce que vous avez trop de dettes en Europe, en tout. Non, le problème, c'est que vous avez un cadre économique qui n'a pas été conçu pour traiter le type de stress par lequel vous passez. Et ça doit changer. Il doit y avoir une mutualisation de la dette en Europe. Il doit y avoir un système bancaire unique, commun. Il doit y avoir une harmonisation de l'impôt. Il faut aller dans cette direction. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de progrès. La question, c'est est-ce que le progrès est suffisamment rapide? Mais les marchés fonctionnent beaucoup plus vite que les processus politiques à pouvoir régler ces questions, ces problèmes fondamentaux au sein du cadre européen. Si je vous ai bien compris, Joseph Stiglitz, vous étiez contre le renflouage des banques au début de la crise financière. Vous avez même dit qu'il fallait, au fond, les entreprises qui ne marchent pas, il faut qu'elles ferment. Tout cet argent qu'on a dépensé pour sauver des banques, pour sauver des entreprises, si je vous ai bien compris, il aurait mieux valu le donner aux individus pour qu'ils consomment. Ça aurait été une meilleure façon de se sortir de cette crise? Ce que j'ai dit, effectivement, c'est qu'il aurait peut-être fallu sauver les banques, mais il ne fallait pas sauver les banquiers, les actionnaires. On aurait dû, les lois du capitalisme de base, fonctionner. C'est vrai, si on utilise l'argent pour aider les propriétaires de leur propre maison, pour aider les citoyens, notre économie serait en meilleure forme et le niveau d'inégalité serait beaucoup plus bas aujourd'hui qu'il ne l'est en fait. Alors, je le disais au départ, vous êtes extrêmement populaire dans le monde, vous êtes très célèbre, on vous lit énormément, mais quand je vous écoute, tout ce que vous nous avez dit là, personne ne vous écoute. Parce que tout ce que vous nous dites là, personne ne le fait.
Ça doit être très gênant pour quelqu'un qui est si écouté de ne pas être entendu. En fait, plusieurs de mes messages sont entendus. Vous savez, quand on parle de choses de ce type, l'austérité pourrait être pire. Les gens pourraient faire encore des choses plus graves. Je crois que ça fait partie du débat politique. Il faut avertir les gens. Vous savez, vous allez vers l'austérité, d'accord, mais faites très attention. Et la réforme, il faut réformer les institutions de l'Europe, parce que si vous ne le faites pas, le cadre européen va passer dans une récession encore plus profonde. Ce qui est intéressant, c'est que dans une certaine mesure, on voit certains des changements qui se produisent. L'Europe met l'accent sur la croissance, plus qu'elle ne le faisait autrefois. Elle n'a pas fait ce qu'il fallait, mais elle parle beaucoup plus de la croissance. Oui, mais elle dit, l'Europe, pardon, la France, pardon de vous interrompre, mais la France dit aujourd'hui, il faut trouver 30 milliards d'économies. Alors, on ne parle pas d'austérité, on ne parle pas de rigueur, mais on va se serrer la ceinture. L'État va se serrer la ceinture, va augmenter les impôts des plus riches. Ça doit vous plaire. Oui, je pense que les conséquences, c'est que la croissance va ralentir. Il faut quelque chose d'autre. Et malheureusement, il y a très peu de choses que vous, la France, seule, puissiez faire. Ça doit être fait une solution, ça doit être une solution européenne, à l'échelle européenne. J'espère que vous, de concert avec l'Italie, avec les autres pays, vous allez persuader l'Allemagne que la direction actuelle n'est pas la bonne voie, et c'est pas ça qui va vous sortir de cette récession. Et ça sera vraiment une catastrophe pour le processus démocratique dans ces pays-là, parce qu'on perd de la légitimité lorsque l'on a 50% de la jeunesse qui n'a pas de travail, à un moment où les gens devraient pouvoir cumuler leurs capacités. En fait, là, ils sont en train de perdre leurs capacités. Vous savez, je ne sais pas si les leaders européens ont vraiment saisi l'étendue de ce qu'ils ont fait en Espagne et ailleurs, et ce qu'ils sont prêts à faire dans d'autres pays également. Keynes, qui était le ministre de l'économie de Roosevelt pendant la Grande Dépression, a relancé l'économie américaine en injectant de l'argent, à la fois pour créer des emplois et pour créer de la consommation. Quand on dit que vous êtes un néo-keynésien, vous êtes d'accord avec cette appellation ? Oui. Nous comprenons mieux comment le faire, mais il est absolument clair que les politiques keynésiennes ont fonctionné. Si vous regardez de l'autre côté, du côté opposé, le président Hoover a tenté l'austérité et il a traduit le krach bancaire, le krach des marchés en grande dépression. L'austérité a été essayée à plusieurs reprises par le FMI en Sud-Est asiatique, dans l'Argentine, et en fait, les résultats ont été faibles. Vous savez, l'austérité ne remet pas l'économie sur les rails. Dernière question, Joseph Stiglitz. On parle depuis une semaine que Barack Obama pourrait ne pas être réélu, il pourrait perdre contre Mitt Romney. Vous y croyez ? Non, moi je reste optimiste. En fait, si vous regardez la convention, ce qui se passe à la convention du Parti démocrate la semaine dernière, c'était très énergique et le résultat en a été que Obama a eu un sursaut dans les sondages et maintenant il est en tête. Non, bien entendu, l'économie a été une grosse déception. Et peut-être s'il avait suivi mes avis, mes conseils, les choses auraient été mieux. Mais il faut faire avec ce que l'on a maintenant. Et les gens commencent à se rendre compte que pendant des années, nous étions dans une récession. Vous savez, on était vraiment en chute libre. On ne savait pas où cette chute allait s'arrêter. Maintenant, au moins, on a stabilisé l'économie. On ne crée pas suffisamment d'emplois aux États-Unis pour les nouveaux entrants dans les forces actives. Et donc, il est clair qu'on n'a pas résolu le problème. Les gens perdent leur maison. Il y a 7 millions d'Américains qui ont perdu leur domicile. Et si on ne fait rien, des millions d'autres vont perdre leur domicile. C'est terrible, c'est une situation terrible. Donc, je comprends pourquoi il y a tellement de frustration, mais nous n'avons que le choix qu'entre deux candidats, entre Obama
et Romney. Et l'un d'entre eux retourne vers des politiques qui nous ont amenés à cette grande récession, le type de politiques qui ont mené à ces grandes inégalités que nous avons aujourd'hui. Et retourner à cela ne résoudrait absolument pas les problèmes de l'Amérique. Et c'est la raison pour laquelle je crois que les Américains, en y réfléchissant, eh bien, ils sont peut-être pas contents avec ce choix, mais je crois qu'ils viendront et diront « Obama est bien mieux que l'alternative ». Si Romney gagne, en revanche, on peut imaginer que vous aurez envie de vous exiler, parce qu'ils feront exactement le contraire de tout ce que vous préconisez. Mais si vous deviez vous exiler, quel serait le pays qui se rapprocherait le plus, d'après vous, du modèle que vous préconisez? Je crois que les pays scandinaves ont fait le meilleur boulot en termes de dynamique, d'investissement dans les infrastructures, la technologie, l'éducation. Ils ont créé la société la plus égalitaire, des choses qui me sont très importantes. Et aussi, surtout, l'égalité des chances. Les chances pour que quelqu'un passe du bas au milieu ou du milieu vers le haut de l'échelle sont beaucoup plus importantes là-bas qu'elles ne le sont aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Et beaucoup mieux qu'en France aussi. Merci Joseph Stiglitz d'être venu ce soir. Je vous présente maintenant